Il a dit cela comme on commente la météo. Dimanche, toute la famille se réunit, mais tu ne seras pas assise à la même table. Je restais debout dans la cuisine, tenant encore le sac des courses, sentant le sang se glacer sur mon visage. J'attendais qu'il éclate de rire, lance une mauvaise blague ou s'excuse. Mais il se contenta d'ouvrir le frigo et de prendre une bière. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une plaisanterie, c'était un avertissement. J'étais rentrée de Lyon cet après-midi-là, épuisée, mais tout de même soulagée. Réunion à la chaîne, circulation dense sur l'autoroute A6, ce ciel gris typique du nord de la France qui semble toujours fatigué. Pourtant, je portais en moi cette simple sensation d'être enfin chez moi. En chemin, je m'étais arrêtée dans une pâtisserie pour acheter un petit gâteau au coco brûlé, ma belle-mère adorait ça. Je ne l'avais pas acheté par obligation, mais parce que, longtemps, j'avais tenté d'être cette femme qui rassemble, apaise et rend la maison plus légère. En entrant, il était sur le canapé, les doigts glissant trop vite sur son téléphone, la télévision allumée sans son, un silence épais flottant dans l'appartement. « Je suis là », dis-je. Il leva les yeux, sourit seulement avec la bouche, puis replongea dans son écran. Je posai mon sac et allai ranger les courses en cuisine. Quelque chose clochait dans l'air, comme lorsqu'on sent qu'une autre personne a occupé un lieu avant soi. « Tout va bien ?» demandai-je. « Normal », répondit-il sans me regarder. Je respirais profondément. J'avais appris à ne pas forcer la conversation quand il prenait cet air distant. Je voulais juste prendre une douche, dîner et dormir. Et dimanche, ce serait le déjeuner familial, un barbecue chez sa mère, comme d'habitude. Mais il m'interrompit avant même que j'aie fini ma pensée. « Ah, au sujet de dimanche. » Je me retournai, une brique de lait à la main. « Toute la famille sera réunie, » commença-t-il, et pendant un instant, je respirais, soulagée, pensant qu'il ne faisait que confirmer la routine. « Mais toi, tu ne seras pas assise à la même table. » La brique resta suspendue en l'air. Je n'arrivais plus à la poser dans le frigo. Je ne parvenais même pas à formuler une question cohérente. « Comment ça ?» chuchotai-je. Il but une gorgée de bière et s'essuya la bouche du dos de la main, un geste banal, comme s'il parlait de changer le filtre du purificateur. « C'est l'anniversaire de ma mère. Je veux que ce soit spécial. Je ne veux pas de tension. »« De tension ?» répétai-je, le mot sonnant ridicule. Quelle tension est-ce que je crée? Il poussa un soupir agacé. Tu sais très bien. Tu t'offusques facilement, tu fais la tête, tu réponds de travers. Mon estomac se noua, ce n'était pas seulement de l'émotion, c'était de l'humiliation pure. Je repensais à tout ce que j'avais avalé dans cette famille, les remarques sur mon poste, les insinuations parce que je gagnais plus, et la manière dont ma belle-mère louait et rabaissait en même temps. Elle est si intelligente. Dommage qu'elle soit froide. J'avais tout avalé par amour, parfois dans le mariage, parce qu'on m'avait appris que la famille est un pilier qu'on soutient même quand ça fait mal. Mais là, dans ma propre cuisine, il me disait que je ne méritais pas une place à table, comme si j'étais une intruse. Je posai lentement la brique de lait sur le plan de travail. « Alors, où est-ce que je m'assois, Julien ?» Il me regarda enfin, ses yeux pleins de hâte, non de colère, mais de peur d'une dispute. « Tu n'es même pas obligé de venir, » dit-il. Je sentis mon visage s'empourprer. « Tu me mets dehors ?» J'essaie juste d'éviter les conflits, répondit-il rapidement. « Dimanche, c'est pour ma mère. Ne fais pas honte à la famille. » La phrase me frappa comme une gifle. Faire honte? Comme si j'étais un risque, une tâche? Je me tus, cherchant en vain un vestige de l'homme qui, des années plus tôt, avait serré ma main à la mairie en jurant que je ne me sentirais plus jamais seule. Je cherchais et ne trouvais rien. Son téléphone vibra. Il le prit aussitôt. Sur l'écran, je vis le nom « Maman ». Il lut quelque chose, son menton se crispa, et il rangea l'appareil sans me montrer quoi que ce soit. J'avais déjà compris. Mon téléphone vibra aussi. Un message court de ma belle-mère, pas de salut, pas de mon prénom, aucune politesse. Ne viens pas. La liste est déjà close. Je relus 2-3 fois. Liste comme si j'avais besoin d'une autorisation pour exister dans cette famille. Je levai lentement les yeux. Julien fixait le sol, tel un gamin qui a fait une bêtise et redoute les conséquences.
Une larme menaça de couler, mais je la retins. Pleurer ici c'eût été leur offrir la victoire qu'ils désiraient tant. Je pris le gâteau au coco et le rangeai dans le frigo avec un soin presque rituel. « Tu vas vraiment me faire ça ?» demandai-je, la voix basse. Il répondit avec ce ton familier, celui qui se justifie avant même d'être accusé. « J'essaie de protéger tout le monde. »« Protéger qui ?» lançai-je, sans crier. « Ta mère? Toi? Ou elle ?» Il se figea. Un micro-instant de stupeur, mais suffisant. « De quoi parles-tu » demanda-t-il, trop vite. Je m'approchai, ferme, sans le toucher. « Je suis ton épouse, et vous me traitez comme un problème. » Il serra la bouteille jusqu'à blanchir les jointures. « Ne commence pas, s'il te plaît. »« Pas aujourd'hui. » Ce fut la goutte qui fit déborder le vase. J'allai dans la chambre, ouvris l'armoire et pris une petite valise. Il me suivit, nerveux. « Tu vas faire un drame maintenant ?» Je ris, sèchement, brièvement. Le drame, c'est de me chasser de ta vie et d'appeler ça un dimanche spécial. Je commençais à plier des vêtements simples, pulls, pantalons, un blazer. Je ne fuyais pas, je me retirais avec dignité. Je pris mes papiers, ma carte bancaire, mon token d'authentification et mon ordinateur portable. Julien s'arrêta sur le seuil. « Où vas-tu ?»« Là où je peux encore respirer, » répondis-je. Il tenta de me retenir par le bras. Je me dégageai fermement. « Ne me touche pas. » Ma voix sortit glaciale, même moi, cela me surprit. Je passai devant lui et jetai un dernier regard à l'appartement où j'avais imaginé des enfants, un avenir, un amour suffisant. Il était encore planté là, comme si j'exagérais. J'ouvris la porte. « Élodie » appela-t-il. Je tournai légèrement la tête. Il semblait vouloir dire quelque chose qui me retiendrait, mais il ne répéta que le refrain habituel. « Ne transforme pas ça en guerre. » Je le fixai. « Je n'ai rien transformé. C'est vous qui avez fait de ma place une chaise vide. » Je sortis. Je pris un taxi et me rendis dans un studio à Saint-Germain que j'avais loué quelques mois plus tôt pour des réunions matinales. Petit, propre, silencieux à en hurler le genre de silence qui crie. Je jetai la valise par terre et m'assis au bord du lit, le regard perdu dans le vide. Paris continuait à vivre dehors, voitures, rires, livreurs en scooter. J'aurais dû être en colère. Et je l'étais. Mais avant la colère vint le deuil, celui de l'homme que j'avais cru avoir. Je me souvins d'un dimanche lointain, au début de notre mariage, où ma belle-mère m'avait prise à part en cuisine pour me dire « Tu es une bénédiction dans cette famille. » J'y avais cru. Aujourd'hui, elle me renvoyait parce que la liste était close. Je me lavai le visage, mis un peu de rouge à lèvres comme pour me rappeler que j'existais encore. Mon téléphone vibra. Une alerte bancaire. J'ouvris l'application et vis un virement programmé avec la mention « Réservé Clara ». Mon doigt resta figé sur l'écran. Clara? Je ne connaissais aucune Clara. À cet instant précis, l'humiliation familiale révéla une autre face. Ce n'était pas seulement une question de place à table, mais d'argent, de nom, d'identité. Je fermai l'appli. Pour la première fois, une peur réelle m'envahit, non pas la peur de la solitude, mais celle de découvrir à qui j'avais vraiment dit oui. Je passais la nuit avec mon téléphone à la main, relisant le prénom Clara des dizaines de fois. Réservé à quoi? Pourquoi ont-ils utilisé notre compte conjoint? J'essayais de respirer comme lors des réunions difficiles, mais ici, il n'y avait pas de client. C'était ma vie. J'ouvris le relevé détaillé. Le montant n'était pas élevé, mais le schéma était suspect. Cela ressemblait à un test, à une porte entr'ouverte. Je cliquais sur les détails, l'identifiant du destinataire était partiellement masqué. Je savais que je ne résoudrais pas ça seule. Alors je fis ce que je fais toujours. J'arrêtai d'imaginer et je partis à la recherche de preuves. Le matin, j'achetai un café noir à Saint-Germain. Le monde affichait une normalité presque cruelle. De retour au studio, j'ouvris mon ordinateur et vérifiai tout. Relevé, compte joint, et par instinct, GovBerry. Je me connectai avec mes identifiants. Dans la section Activités récentes, je découvris une connexion validée à 1 heure où j'étais en visioconférence. Je me souvins. Quelques jours plus tôt, ma belle-mère avait tenu mon téléphone en disant « Ah, Élodie, ton téléphone est si moderne.
Aide ma mère. Je l'avais aidée. Et maintenant, j'étais hors de la liste. J'appelais ma conseillère bancaire. Un virement au nom de Clara est apparu, lié à mon numéro de sécurité sociale. Je dois savoir ce que c'est. Silence à l'autre bout. Il y a un mouvement associé à une autorisation numérique via GovBerry, et c'est bizarre. Mon cœur s'emballa. Je veux bloquer toute opération liée à mon numéro de sécurité sociale. Elle accepta, mais me suggéra. Avez-vous déjà consulté votre dossier Serasa? J'ouvris l'appli. Pas de dette, mais bien nouvelle analyse de crédit enregistrée récemment. La date? La même semaine que la visite de ma belle-mère. J'enregistrai tout. Capture d'écran du virement, de l'analyse, du journal GovBerry. Je créai un dossier intitulé Preuves. Puis j'appelai mon amie Camille, la seule qui, en entendant il s'est passé quelque chose, demande « Où sont les preuves ?» Je crois que la famille de Julien utilise mon numéro de sécurité sociale, dis-je. Elle resta silencieuse. Respire. Tu es en sécurité? Je lui racontai tout. Elle fut directe. Il y a des hommes qui sont mariés à leur mère et qui ne font que cohabiter avec leur femme. Puis elle contacta un avocat. Je documentais, déposais plainte, bloquais mon numéro de sécurité sociale. Je modifiais les limites, changeais les mots de passe, supprimais les accès. Chaque clic était un coup de couteau silencieux. Aujourd'hui, j'écris depuis un appartement qui n'est qu'à moi, les clés en main. Je n'ai pas détruit une famille, j'ai refusé d'en être le bouclier financier. Si cette histoire vous a résonné, laissez-moi vous poser une question qui exige une réponse. Combien de personnes en Europe acceptent encore d'être exclues de la liste juste pour préserver la paix dans une famille qui les exploite? Commentez d'où vous êtes, Lisbonne, Berlin, Rome ou Bruxelles. Parfois, la vérité la plus libératrice commence par une phrase « Moi aussi j'ai vécu ça ».